Et sans plus attendre, je vais vous présenter un ami que j'adore et qui me fait le plaisir d'être là chaque année, qui va vous parler du Caire à l'ère du digital. MeToo Réalité, Monsieur Thierry App. Merci Maryse. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir pour cette troisième participation à votre journée Esprit de service. Merci. Donc vous avez eu une matinée très riche. Je n'ai pas pu être avec vous malheureusement, mais je me suis fait raconter un petit peu les propos qui ont été, je dirais, partagés avec vous. Il y a effectivement des points de cohérence que vous allez voir. On va parler digital, parce que c'est notre domaine de compétences à l'Observatoire NetExplo, et du CARE. Alors, cette notion de CARE, je sais que dans l'enquête auquel on a tous répondu, à 81% est sortie comme explication du CARE, prendre soin. Et prendre soin, c'est bien évidemment être attentif aux personnes. Comme le disait notre professeur de l'École de commerce de Grenoble, les gens les plus fragiles, bien évidemment, mais l'ensemble des personnes, et bien évidemment nos clients et nos collaborateurs. Derrière cette question qui m'a été posée, du digital au service du CARE, mythe ou réalité, la vraie question qui se pose probablement, c'est celle qui consiste, je suis désolé, mais je n'arrive pas à passer la zapette, voilà, c'est l'attention portée aux clients, comme d'ailleurs aux autres publics, et notamment aux collaborateurs, est-elle plus pertinente avec le digital ? Fondamentalement, vous avez tous dit, à 80%, qu'il n'y avait pas d'incohérence à ce qu'une entreprise qui est attentive à ses clients et à ses collaborateurs soit plus performante. On est tous d'accord. La question, c'est est-ce que le digital apporte quelque chose ? Est-ce que le digital est véritablement pertinent pour véritablement développer cette dimension du CARE ? C'est le sujet auquel je vais essayer de répondre dans cette présentation que j'ai prévu en vous en partager un certain nombre de questions qu'on se pose nous et surtout en montrant des exemples de ce qui se passe partout dans le monde, puisque la particularité, c'est que notre observatoire qui a été créé il y a 11 ans, je le rappelle avec le Sénat, le ministère de l'économie numérique, HSC, l'UNESCO, est un observatoire qui cherche partout dans le monde quels sont les nouveaux usages émergents du digital et quel va être leur impact sur notre société, sur notre économie et bien évidemment sur notre manière de vivre. Alors déjà, premier point, les usages numériques ils ont fait naître une société de services exigeante. Quand on parle de esprit de service, il y a le mot de service, et je pense que le service, c'est le point totalement majeur que peut apporter le digital dans tous les domaines de notre vie, comme on va le voir. C'est déjà le sujet que j'avais traité il y a 2 ans devant votre Assemblée, et je dirais que ce qu'on voit, c'est une accélération. D'abord parce que les produits sont de plus en plus intelligents, les produits s'augmentent de services, les lieux deviennent de plus en plus intelligents, l'environnement s'augmente de services, jusqu'à ce que le produit se dématérialise. C'est ce qu'on a vu avec le cloud et tous les services, la musique étant un des exemples, mais ce n'est pas le seul, bien évidemment. Et vous vous apercevez qu'aujourd'hui, toute une génération ne fonctionne que sur ces services de Netflix à Spotify ou autres je dirais, systèmes de streaming musicaux, mais c'est valable dans un nombre incroyable de services. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est ce que l'usage prime sur la possession. Donc, c'est ce qu'on dit un certain nombre de grands économistes, mais aujourd'hui, l'usage devient tellement important que je ne sais pas si vous avez été au dernier salon de l'auto, mais à la soirée inaugurale, Carlos Ghosn a dit ce qui va être majeur dans l'automobile demain, c'est électrique, connecté, autonome, et surtout avec les services qui vont l'accompagner. Et là, vous réalisez que cette notion de service et digital sont étroitement liées et que le héros, c'est celui qui donne accès aux services. Regardez toutes les applications qui existent, certaines applications qui ne sont pas, je dirais, issues des grands acteurs, que ce soit la SNCF, RATP ou autres, eh bien, font une percée énorme parce que leurs services vont vous aider au-delà de ce qu'on peut imaginer. Par exemple, si vous prenez le métro, vous savez que vous êtes pressé à une correspondance, quel est l'endroit où se trouve la sortie, où je vais pouvoir plus vite sortir, pouvoir aller en quelque sorte chercher ma correspondance, sortir. Eh bien, l'application Citymapper, jusqu'à dernièrement, était la seule à le donner. Elle vous disait, à telle station, la sortie, c'est là que ça se passe.
Et donc vous pouviez vous mettre en fonction du temps imparti, si vous étiez pressé, comme c'est malheureusement souvent le cas pour moi, anticiper et vous mettre en début, en fin, et vous savez, que vous pourriez, à partir de là, gagner du temps. Donc c'est ça, les héros modernes, c'est les gens qui vous font gagner du temps, qui vous permettent d'avoir la bonne information, quelquefois sans même que vous la demandiez. Je pense que c'est une évolution majeure du service avec le digital. Le constat, c'est que nous sommes tous devenus des personnes sous assistance servicielle. Moi, j'ai une fille qui n'a pas le sens de l'orientation. Quand elle sort du métro, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre Google Maps pour savoir où elle doit aller. Est-ce que ça vous est arrivé à certains d'entre vous, peut-être ? Pourquoi il y a majoritairement des filles ? Je n'y suis pour rien. Je vous assure, je n'y suis pour rien. Non, il y a un garçon aussi. Donc, ça veut dire que ce service, eh bien, nous en sommes totalement dépendants aujourd'hui. Donc, on le voit avec Apple, avec l'HomePod, mais on le voit aussi avec Google Home, on le voit avec Alexa d'Amazon, on le voit avec la Google Car, qui n'est pas encore commercialisée, mais on voit que les premières voitures, ça ne va pas tarder. On le voit avec Google Now et toutes ces applications qui nous facilitent la vie. On le voit même avec les boutons, vous savez, où vous êtes même dans des endroits très particuliers et vous savez que vous pouvez commander à tout moment et que c'est livré extrêmement rapidement. Et même l'attention, elle est portée à mon image digitale. Et ça devient possible, quelque part, de prolonger ma jeunesse sur les vidéos que vous allez poster sur YouTube. Alors regardez cette innovation, elle est intéressante, elle est japonaise. Vous connaissez tous l'application d'Adobe qui permet de corriger les images si vous avez des rides. Et bien là, c'est en temps réel sur un visage vidéo. Vous voyez à droite la personne qui est retouchée. Et ça, c'est aujourd'hui des choses qui montrent que l'attention va très loin dans la prise en charge du digital. Le constat, c'est que le digital a investi le care dans la santé. Notre premier intervenant parlait effectivement de la fragilité de certaines personnes et de l'intention du care. C'est là où probablement le digital a fait le plus fort. Pour une raison simple, c'est que ce sont des bénéfices qui font sens, mais qui vont être déterminants dans notre santé demain. Alors voilà quelques exemples. Le premier, c'est un pilulier connecté qui permet à une famille, simplement en se présentant par reconnaissance faciale, de vous donner les bons médicaments que vous pouvez prendre tous les jours. Alors vous allez me dire peut-être que toute la famille n'est pas sujet à prendre des médicaments tous les jours, mais vous imaginez l'avantage d'être sûr que vous avez pris vos médicaments et d'avoir même pas besoin d'y penser. C'est la machine qui vous rappelle que vous n'avez pas encore pris vos médicaments et que vous devez les prendre. Deuxième exemple, vous connaissez tous l'application Shazam qui permet de connaître une musique et de pouvoir retrouver quel est le morceau et quel est le disque que vous pourriez écouter ou télécharger. Eh bien, cette application a donné naissance à une application de diagnostic de la maladie de Parkinson par la voix. C'est exactement la même logique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'écouter 30 secondes de votre voix et ils sont capables de déceler à plus de 99% s'il y a un potentiel de risque de pathologie de Parkinson. Ça s'appelle Parkinson Voice Initiative, ça a été créé à Oxford University et c'est aujourd'hui utilisé, alors bien évidemment avec des garde-fous, vous l'imaginez, parce que c'est quand même très complexe de donner ce type d'outil à n'importe qui, mais c'est les chercheurs scientifiques qui ont trouvé cette innovation et ils disent nous avons été inspirés par l'application Shazam que la plupart d'entre eux devaient utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que pour des personnes qui sont totalement handicapées et qui ne peuvent pas bouger, eh bien aujourd'hui, des interfaces vont permettre d'amplifier les ondes cérébrales, les numériser et les émettre par radio à un robot qui, lui, va faire les gestes pour la personne qui ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, ça marche très bien. Ça marche par les ondes cérébrales, ça marche bien sûr pour des personnes handicapées, ça marche aussi pour des gens qui ne sont pas handicapés, qui pourraient décider de faire marcher un robot, une machine. J'ai vu cette démonstration aux États-Unis avec un petit avion et c'est très impressionnant et ça marche vraiment. Et puis, il y a quand même aussi des évolutions qui sont très, très intéressantes. Diabéo, que vous connaissez peut-être, qui a été développé par Sanofi, est une application qui va permettre d'accompagner les diabétiques en leur permettant, d'une part, à partir d'un smartphone, pour savoir quel est leur taux, pour savoir quelle est la dose qu'ils doivent prendre d'insuline, et tout ça uniquement par une petite goutte de sang, et puis d'enregistrer toutes les informations qui vont être communiquées à leur médecin, bien évidemment, et qui va leur permettre d'avoir une traçabilité de leur évolution, de leur pathologie. Tout ça, c'est bien sûr plateformisé, et c'est bien évidemment le grand sujet, c'est ces plateformes.
On parle de plateformisation de l'économie. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de tous les services qui sont, je dirais, réalisés à partir du digital, on voit que les plateformes de désintermédiation, c'est leur ADN. Et l'objectif, c'est qu'il y ait de moins en moins d'humains, que tout ça soit fait avec des machines, de façon automatisée, avec des acteurs qui deviennent eux-mêmes la matière première, puisque vos informations vont être recyclées, vont permettre d'informer. Alors c'est le cas d'Airbnb, c'est quand même le premier hôtelier du monde qui n'a pas un hôtel en propriété. C'est le cas d'Uber Eats, qui est le premier livreur de produits, mais qui n'a pas un restaurant. C'est le cas de Blablacar, qui est probablement le premier pourvoyeur de flotte de voitures aujourd'hui, par le partage d'auto, c'est-à-dire sans avoir aucune voiture en sa possession. Et c'est le cas de Doctolib qui aujourd'hui, sans avoir aucun médecin, est le point de passage qui est en train de s'affirmer pour prendre un rendez-vous avec vos spécialistes, ophtalmo et autres, alors qu'on sait que c'est assez compliqué. Donc ce qu'on voit dans cette logique du service avec le digital, et vous allez voir la démonstration de ce sujet, c'est que celui qui délivre le service est un client au même titre que l'usager de ce service. C'est là où c'est particulier, c'est que finalement, ce sont les gens qui font eux-mêmes, qui vont enrichir le service et qui vont permettre, par la mise en relation de ces plateformes, de vous trouver la bonne personne au bon moment qui va vous aider dans une dimension de service. Alors ça ne marche pas dans tous les domaines, mais c'est une logique qui est dans la tête de tous les start-upers, de tous les chercheurs, et qui bien évidemment est en train de structurer la notion même du care. Pour un client, il faut être de plus en plus autonome, tout au long de son parcours d'achat et d'usage. Quand vous voyez le travail qui a été fait par SNCF, qui est absolument remarquable, l'idée c'est que vous puissiez, j'allais dire, en seamlessness, c'est-à-dire sans aucune couture, en direct, pouvoir passer de votre train à votre hôtel, à votre voiture de location, avec une facilité déconcertante. Et c'est la même chose sur la banque. Vous voyez, j'ai pris une application, il y en a d'autres, mais celle de Banxo, de la caisse d'épargne, mais qui est effectivement assez évoluée et qui permet de pouvoir faire toutes ces choses de façon simplifiée, ce qui n'a rien à voir avec, encore il y a 2 ans, ce qu'étaient les banques online. Alors la digitalisation, elle remplit son rôle de commodité. On l'a bien vu, tout ça, ça facilite la vie de nos concitoyens, de nos clients, de nos collaborateurs, avec une obsession essentiellement fonctionnelle. On va remplir une fonction qui va soulager les gens, qui va les aider, qui d'une certaine manière va montrer qu'on a de l'attention et qu'on prend soin d'eux. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est devient le care quand l'homme disparaît derrière la machine ? Question absolument fondamentale de la société aujourd'hui, parce que le schéma de tous ces créateurs de start-up, de tous ces chercheurs, qui se posent des questions, bien évidemment, c'est de dire, mais pourquoi faire quelque chose nous-mêmes alors que la machine le fait mieux ? Et on le voit avec l'intelligence artificielle. Il est clair qu'aujourd'hui, si vous prenez le métier de radiologue, vous avez moins de chances de passer à côté d'une tumeur si vous passez par certains services d'intelligence artificielle que par l'œil humain. Et ça nous interroge. Ça pose des questions absolument fondamentales. Ce qui est certain, c'est que le seamlessness n'existe pas aujourd'hui. J'ai pris l'exemple de Mercedes-Benz, c'est très intéressant parce qu'ils ont fait un site époustouflant où vous avez toutes les informations, je vous invite à y aller. Le problème, c'est quand vous arrivez à la concession de ce constructeur automobile, et malheureusement ce n'est pas le seul, les Français n'échappent pas, semble-t-il, à cette règle-là aussi, eh bien vous apercevez que les gens dans le réseau n'ont pas les mêmes informations. C'est-à-dire qu'on vous a demandé toutes les informations sur le site de ce constructeur automobile, et quand vous arrivez à la concession, vous tombez sur une personne qui vous dit « D'accord, alors vous pouvez me redonner votre nom, vous pouvez me redonner votre véhicule, vous pouvez me redonner ça ?» Et là, c'est un irritant, comme on dit en termes de marketing, absolument phénoménal, et ça ne montre pas beaucoup d'attention pour le client. Or, c'est ce qu'attendent aujourd'hui les personnes, qu'ils soient clients, collaborateurs, citoyens, c'est qu'on évite de passer du temps à répéter à différentes personnes parce que le service, l'entreprise, le magasin, l'administration n'a pas tenu compte de ces informations une bonne fois pour toutes, ce qui nous évite de les répéter et de perdre du temps. La question qu'on peut se poser aussi, c'est quand on arrive à tout automatiser, comme c'est le cas d'Air France, est-ce qu'on a raison ? Parce qu'au bout du compte, vous n'avez plus contact avec aucune personne. Alors si, vous avez toujours une personne qui vous dit « ça bloque, je vais vous aider », etc. Mais fondamentalement, vous n'avez plus réellement la valeur ajoutée que vous pouviez avoir avant avec une personne qui s'intéressait vraiment à vous. Vous êtes dans une logique où on vous demande de rentrer vos informations sur une machine et tout va se délivrer automatiquement. Quelle est la différence entre Air France et une compagnie aérienne low cost ?
Aujourd'hui, dans ce schéma-là, pratiquement aucune. Et c'est là que vous pouvez vous poser la question sur la stratégie d'accueil, d'attention, de care, si véritablement l'automatisation forcée de tous nos processus, le processus d'enregistrement, est forcément un plus pour le client. Et on voit bien que la digitalisation des entreprises, c'est une affaire d'équipement technologique aujourd'hui, qui est un standard nécessaire, mais selon nous, totalement insuffisant. Pourquoi ? Parce que si on prend l'usine connectée et qu'on se projette, demain, on aura des robots partout. Et regardez ce qui se passe chez Amazon, ils sont arrivés à un taux d'automatisation absolument phénoménal. Mais on voit bien qu'il y a les limites du système. Même chose sur le magasin connecté. Ça, c'est un magasin qui est en Corée, à Séoul, sur le métro, sur les quais de métro. Donc vous n'avez pas de vrai produit. Vous avez les images du produit, mais avec votre smartphone, vous allez pouvoir commander et être livré quand vous arriverez chez vous après avoir pris le métro. Si vous n'êtes pas trop loin, bien sûr, si vous n'êtes pas trop près, bien sûr. Et demain, le magasin du futur, peut-être qu'on n'aura plus besoin dans le magasin. Peut-être qu'on aura de la réalité augmentée et qu'on dira, on se balade virtuellement dans un magasin, on fait ses courses, on les met dans un caddie virtuel et tout ça sera livré chez nous. Peut-être aussi que demain, l'agence bancaire connectée ne sera pas l'image qu'on peut en avoir. La question, c'est, est-ce qu'il y aura encore des hommes et des femmes ? Et demain, l'entreprise du futur, est-ce qu'il y aura encore des gens ? C'est la question que posent énormément de scientifiques, de chercheurs qui disent, mais quel va être l'impact de cette automatisation, de l'ensemble de ce processus de facilitation, d'automatisation et quelque part de remplacement de l'homme ? Nous, on pense que dans ces enjeux, il y a un côté qui nous semble pas du tout clair, c'est l'obsession fonctionnelle. Cette obsession fonctionnelle, comme j'ai commencé à l'évoquer, elle n'est pas un avantage concurrentiel, elle n'est pas un avantage d'image à long terme. Alors, la raison, c'est qu'on pense qu'on parle de fonctionnel, mais on ne parle pas de relationnel et d'émotionnel. Et dans toute transaction, dans toute relation, dans toute interaction humaine, on voit bien, qu'elle soit humaine ou digitale, que cette différence qui n'est pas rationnelle est absolument essentielle dans le vécu de la personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez au Japon, qui est un pays où il y a vraiment un gros travail fait sur la robotique, de par le vieillissement de la population, des robots comme Robir, qui est une espèce de gros ours qui va aider les aides-soignantes et les infirmières à porter les gens plutôt que de les porter eux-mêmes, ce qui est quand même un avantage dans leur métier, eh bien ça ne se fait pas sans une personne à côté qui va pouvoir parler, qui va pouvoir fonctionner. Quand vous regardez aujourd'hui la relation tactile d'une sage-femme avec un bébé, c'est absolument essentiel. Quand on prend l'exemple que j'ai pris tout à l'heure du radiologue, ok, la machine va probablement immédiatement identifier la tumeur potentielle, peut-être beaucoup mieux que ne le ferait un humain et un radiologue professionnel. Mais qui va annoncer au patient qu'il a une tumeur ? Et là, vous comprenez qu'il y a une répartition des tâches qui s'opère, qui est totalement différente. Et on le voit d'ailleurs dans la manière dont la robotique et les produits sont en train de changer. Emotional Chatting Robot, c'est un robot qui est censé percevoir des sensations psychologiques et qui va s'adapter à votre profil, à votre mood psychologique. Alors je sais que j'ai rencontré immense ceux qui doivent vous dire, mais est-ce que c'est possible ? C'est assez fascinant de voir à quel point la réalité augmentée associée à toutes les bases de données de connaissances et l'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de percevoir. Une personne me disait tout à l'heure qu'il se souvenait de la présentation l'année dernière sur un entretien de recrutement. Bon, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, mais c'est basé sur des technologies qui vont analyser vos comportements, la façon dont vous parlez, votre voix, le timbre de votre voix. Et ce que nous voyons, c'est que la machine aujourd'hui va très loin. Regardez ce qui se passe au Japon, où vous avez le taux de vieillissement le plus important au monde. Eh bien, comme le montre ce petit film, dans certaines maisons de pensions de retraite, vous avez des robots qui ont la forme de ces petits phoques, ça s'appelle pavots, et qui bougent très très peu, mais qui vont donner le sentiment de réconfort à ces personnes âgées. Donc ça va très loin dans la logique d'aboutissement des choses. Alors, la digitalisation technologique, elle peut aller jusqu'à créer quand même de l'inconfort, une sensation d'unité, d'échec et d'infantilisation. Alors, c'est les experts qui parlent. Nous sommes un observatoire indépendant. Nous ne dépendons pas de Google, d'Apple, de Facebook ou d'Amazon. Et c'est vrai que souvent, on se questionne sur le sens. Et quand vous regardez aujourd'hui
comment on digitalise les process et les métiers jusqu'à remplacer l'homme par la machine, des fois on marche sur la tête. Alors, regardez un exemple intéressant, ça c'est en Chine. C'est un magasin qui est sur 4 roues, qui est comme une caravane, qui est une sorte de supérette et qui va bouger. Il n'y a personne dedans, pas une seule personne. Ce sont des caméras, tout est digitalisé, le paiement est digitalisé, tout est automatisé. Et c'est aujourd'hui ce type de magasin qui est ouvert 24h/24 qui va se déplacer en fonction des endroits, etc. C'est en test aujourd'hui en Chine. Deuxième exemple, c'est que vous pouvez faire parler n'importe qui, lui dire n'importe quoi. Je n'ai pas la vidéo ici, mais je peux vous dire que c'est impressionnant. C'est une vidéo qui va imiter le son de la voix, là c'est Obama, mais ça peut être n'importe qui, reprendre des vidéos existantes d'Obama pour les monter de manière à ce que ses lèvres apparaissent exactement dans le propos que vous voulez lui faire dire. Donc vous enregistrez avec votre propre voix un texte, le logiciel change votre voix dans la voix de la personne que vous souhaitez, ça s'appelle Line a Bird, et ensuite, avec Synthesizing Obama, parce qu'ils ont présenté cette innovation, bien des films vont remonter des interviews d'Obama, un discours par exemple, pour lui faire dire les propos que vous avez enregistrés. C'est effrayant. On parle de fake news, d'infotox, je ne sais plus comment on dit là, mais je peux vous dire qu'on est vraiment dans un sujet où ça va très très loin. Et Google Duplex, c'est assez impressionnant, je ne sais pas si vous avez testé, quand vous demandez de réserver un restaurant, vous donnez l'adresse, le numéro de téléphone, Google va le chercher et va appeler. Mais il ne va pas appeler avec une voix synthétique de robot ou d'intelligence artificielle, il va appeler avec soit votre propre voix, soit une autre voix. Mais ce n'est pas vous qui parlez, c'est une voix humaine qui a été reproduite. Et là, vous vous rendez compte qu'on va très loin dans la démarche. Et nous, on le voit d'ailleurs dans les choses qui sont appliquées à grande échelle. Cette application est un chatbot développé par la NHS, National Health Security, qui est Services, qui est la sécurité sociale anglaise, britannique. Vous savez qu'ils ont beaucoup désinvesti sur les hôpitaux publics et qu'on avait un vrai problème d'embouteillage dans les hôpitaux parce que les gens n'étaient pas forcément bien dirigés, les urgences n'étaient pas forcément bien gérées, etc. Eh bien, la solution qu'ils ont choisie, c'est de développer avec une start-up qu'on a primée il y a quelques années, une application de chatbot très bien faite, qui s'appelle Your MD, comme Your Medical Doctor, et dont la particularité, c'est que vous allez échanger en faisant un pré-diagnostic. Alors ça ne se substitue pas au diagnostic d'un médecin, mais ça permet tout de suite de savoir où il faut que vous alliez comme centre hospitalier, ne pas perdre du temps par rapport à certaines efficacités. Ça va jusqu'à déceler d'éventuels sujets d'urgence pour que vous puissiez passer par une voie plus rapide si vraiment dans le diagnostic on estime que ça peut être dangereux. Donc tout ça est automatisé, il n'y a aucune intervention humaine. Ce qui pose forcément des questions. Face à des outils de travail intelligents, plus décisionnaires, prédictifs, autonomes, quel statut, pouvoir, quelle utilité pour le collaborateur dans ces conditions-là? Et c'est vrai que je me suis permis, sur les conseils de mon ami Charles-Henri Bessert-Desor, de vous reprendre ce vénérable personnage dont il vous parlera probablement, ou dont il vous a probablement déjà parlé, qui s'appelle Vinod Nayar, qui a été quand même le premier, je crois qu'il faut lui rendre hommage sur ce sujet, avec son livre Employee First, Customer Second, de dire mais ce que vous faites à l'intérieur se voit à l'extérieur. Vous vous souvenez de cette pub de bio de Danone qui disait ce que vous faites à l'intérieur se voit à l'extérieur. Bon, c'était pas du bio, on va passer dessus, mais fondamentalement, c'était très très bien vu. Et si on doit prendre une image, c'est probablement ça le sujet. Et même à l'époque du digital. Puisque quand vous regardez la SNCF dont on louait les performances en matière de seamlessness dans ce site qui est très très bien fait, qui est un des premiers en France, est-ce que vous avez remarqué que quand même, les jours d'affluence, vous avez ces personnes de la SNCF avec leurs petits gilets? C'est absolument fondamental. Si vous ne le faites pas, c'est une émeute. Parce que vous avez toujours des gens qui ont besoin d'être conseillés, d'être accompagnés. Et la révolution, c'est que ces gens qui étaient au guichet ne sont plus au guichet. Ils sont parmi vous. Ils sont dans la gare. Ils sont là de façon opérationnelle pour vous accompagner sur le terrain. Et c'est intéressant de voir quel point on s'aperçoit que le collaborateur est source de valeur dans cette relation-là, mais que probablement son métier va changer. Et probablement il va changer parce que vivre avec l'intelligence artificielle qui est aux commandes, ça ne veut pas dire laisser tout faire par la machine. Ça veut dire probablement s'adapter à ce que la machine fait beaucoup mieux que nous, mais
surenchérir d'attention sur ce que nous pouvons faire vis-à-vis du client. Et il y a un truc très intéressant qui est sorti au Japon. Alors les Japonais sont géniaux pour ça. Vous avez un magazine qui est l'équivalent de Paris Match, qui s'appelle Oshiel, qui est un courrier du cœur qui fait vraiment autorité. Au Japon, c'est le courrier du cœur, c'est Oshiel. Et ils ont décidé de le remplacer par une intelligence artificielle. Et ça a duré pendant 1 an, l'expérience, jusqu'au moment où ils sont aperçus qu'il y avait des conséquences énormes, parce que la machine ne tient pas compte de tous les critères psychologiques et émotionnels. Et vous aviez des gens qui suivaient ces relations en pensant qu'ils avaient affaire à une vraie personne. Et là, vous réalisez que c'est souvent très compliqué, même si l'intelligence artificielle a aussi des avantages. Là, en l'occurrence, cette innovation qui est israélienne s'intéresse aux traders. Avec des capteurs, elle est capable de vous dire en fonction du battement cardiaque, des battements artériels, d'un certain nombre de critères, quelle est la zone de risque de la personne. Si elle se met en risque ou pas dans ses investissements, parce qu'elle est hors norme par rapport à ce qu'elle pratique normalement. Et ça vous alerte pour vous dire, attention, il y a un danger potentiel sur tel trader là qui est en train de peut-être de prendre des positions très dangereuses par rapport à ça. Alors, ces IA, ces intelligences artificielles capables de répéter des process établis, est-ce qu'ils sont capables d'attention contextualisée? Parce que c'est ça le sujet du CARE. Vous êtes face à quelqu'un et vous allez vous retrouver en position de dire j'ai la bonne réponse au bon moment qui va permettre à la personne de dire cette personne est vraiment attentionnée, elle prend vraiment soin de moi. Et c'est là qu'on pense qu'il faut vraiment aujourd'hui arrêter de penser technologie, mais penser sur l'humain, ce qu'on a appelé les humanités, comme on a pu le percevoir quand on était étudiant. Le vrai signe d'intelligence, comme le disait Einstein, ce n'est pas le savoir, c'est l'imagination. C'est cette capacité qui aujourd'hui n'est pas du tout, je dirais, traitable par les intelligences artificielles. Et former, sélectionner, évaluer différemment, ce sera toujours nécessaire. Regardez une application qu'on a primée il y a 2 ans qui s'appelle Guicepe, qui vient du Chili. L'idée, c'est de construire les meilleurs aliments à partir d'éléments sains, mais qui vont être le futur des aliments les plus respectueux, à la fois de l'environnement et à la fois du corps humain. Si on laisse faire la machine, on va terminer avec des pilules, ou avec des choses absolument effroyables. Et c'est là que l'humain est capable d'apporter une dimension qui va se rapprocher, bien évidemment, d'un mélange entre les parties bio réelles de nos aliments et les parties qui vont être ajoutées, qui resteront naturelles, mais qui vont être mélangées avec des accords qui sont probablement totalement inédits et donc déstabilisants. Parce que le grand débat, c'est que le plaisir de la gastronomie, ce n'est pas seulement le goût. C'est bien sûr le fait de sentir, c'est le fait de goûter, c'est le fait de voir avec les yeux. Et ces facteurs sont absolument humains et pas toujours rationnels avec la machine. Donc faire confiance aux collaborateurs, ça va devenir de plus en plus important. De ne pas les considérer comme finalement un élément de l'organisation qui applique des corporate guidelines, mais des gens qui sont doués d'une autonomie complètement contextualisée, complètement adaptée, qui va compléter la machine et qui va permettre de fonctionner. Mindbell, par exemple, ce sont des logiciels qui permettent, quand vous êtes en train de répondre au téléphone, d'avoir des informations qui sont poussées contextuelles, qui vous dit, par exemple, voilà, je cherche un hôtel à telle partie, bien là, le logiciel va vous apporter tous les hôtels qui correspondent avec les avis des personnes, en même temps qu'ils vous écoutent, tout ça en temps réel. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément les bonnes réponses à une personne qui pose des questions. Et bien évidemment, la personne va avoir cette capacité à ne pas être une machine, mais à comprendre la psychologie, la relation, l'émotion qui passe et qui se communique entre 2 personnes. Donc l'intelligence collective d'un groupe pour se transformer va être absolument essentielle. Et je pense que la question, c'est jusqu'où allons-nous redéfinir les clés de création de la valeur avec le digital, puisqu'on voit que les machines vont devenir de plus en plus puissantes, vont devenir absolument incontournables. Et donc notre valeur ajoutée, elle sera différente. Mais elle sera forcément liée à cette attention, à cette contextualisation, à cette capacité de take care dans un monde qui va aller très vite, où tout le monde aura les mêmes réponses et la différenciation sera sur l'humain. Regardez Best Buy. Best Buy, ils étaient morts. Avec Amazon, mort. Best Buy, c'est le Darty américain. C'est une chaîne très dynamique, dirigée par un Français en plus, qui a fait un parcours fantastique. Et à un moment donné, ils se sont dit, si on reste dans notre magasin avec nos vendeurs, on est mort. Donc qu'est-ce qu'ils ont été faire ? Ils ont dit, vous prenez rendez-vous avec nos vendeurs qui viennent chez vous.
et qui vont répondre à vos questions avec leur tablette, toutes leurs informations. Mais ça va être du shopping chez vous, en fonction de notre emploi du temps et tout. Ça va très loin dans la relation commerciale personnalisée. Et bien évidemment, quand vous êtes chez quelqu'un, vous comprenez ses besoins, vous comprenez sa vie, vous comprenez son style. Et si vous savez vous adapter, parler, créer une relation avec la personne, vous fidélisez la personne et vous êtes capable aussi de répondre à d'autres demandes qu'il n'a peut-être pas encore formulées, mais qui sont sous-jacentes. Et là, vous apercevez que Best Buy a eu un retour en grâce inespéré grâce à ce type de démarche, parce qu'il ne pouvait pas lutter contre Amazon. Et Best Buy a les meilleurs résultats de toutes les chaînes dans ce domaine aux États-Unis, ce qui est attribué en grande partie à cette logique de fonctionnement. Alors jusqu'où allons-nous réinventer nos métiers ? Quand on demande à des gens qui sont dans la distribution de quitter leur magasin pour aller chez le client, quand on demande à des guichetiers de la SNCF de quitter leur bureau pour aller dans la gare au-devant des personnes, là vous apercevez que tous ces métiers sont en train d'évoluer. Et du reste, quand vous regardez La Poste, je crois qu'elle est intervenue ce matin, sur Veiller sur mes parents, vous apercevez à quel point Veiller sur mes parents ne serait pas possible sans Factéo. Factéo qui a été lancé en 2012 par l'équipe du courrier de La Poste et qui est un travail absolument remarquable. En gros, comment nos 90 000 facteurs sont équipés d'un téléphone. Alors ça change leur relation bien évidemment avec les personnes, puisque vous avez des tas de services que vous allez pouvoir consulter en temps réel, échanger, voir, et ça c'est une ouverture sur les services et sur l'attention portée aux citoyens français, qui pour un service public est absolument essentiel. Et puis, peut-être une dernière application intéressante, Eugénie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Nexity, le groupe immobilier qui l'a développé. C'est une application qui est basée sur des tas d'objets connectés dans votre appartement, qui a été commercialisée par Nexity. Et ces applications vous permettent bien sûr de faire de la domotique, vous permettent de pouvoir avoir des informations en temps réel sur plein de choses, sur votre consommation, sur aussi les frais de copropriété, ce qui a été voté au dernier rendez-vous, etc. Mais il vous permet aussi d'être un réseau communautaire avec tous les gens qui sont dans l'immeuble. Et l'idée, c'est que vous cherchez une babysitter, vous pouvez lancer une annonce qui immédiatement est envoyée à l'ensemble des personnes. Vous voulez faire du covoiturage, vous pouvez développer ce genre de choses, ce qui est absolument essentiel d'ailleurs pour les professionnels de l'immobilier qui essayent de mettre le moins en moins de parking, parce que d'abord c'est très coûteux, et ensuite parce que les voitures vont devenir de plus en plus difficiles dans certains centres-villes. Et ce type d'application mobile de logement connecté est probablement un élément qui va renforcer la relation entre les habitants d'un même immeuble. Et là, c'est intéressant parce qu'on crée du lien social et on voit aussi à quel point ces services apportent une dimension supplémentaire à la vente immobilière. Alors, prenons en main la coopération digitale, c'est évident. Pour terminer, je voudrais vous montrer un petit film sur ce que pourrait être demain. Quand je dis demain, c'est probablement très rapide. Un métier qu'on connaît tous, que certains connaissent bien parce que vous êtes dans ce domaine-là, mais d'autres pas forcément, qui est celui de conseiller de clientèle en banque. C'est le métier qui a quand même vachement changé, parce qu'aujourd'hui, plus personne va en banque pour faire des opérations simples. On passe tous par notre site internet. Donc, qu'est-ce que va devenir la relation du conseiller de clientèle ? Quel va être le niveau d'attention, de soins, de capacité à travailler avec le client pour fonctionner ? C'est ce qu'on vous propose de voir avec un conseiller bancaire dans une agence de proximité qu'on a appelé Hicham, et qui évolue bien sûr dans un domaine digital, mais qui va travailler probablement différemment, même dans sa vie et son organisation personnelle. Je vous propose de voir ce petit film de 2 minutes qui est une sorte de dessin animé de projection de ce que serait le métier de conseiller bancaire si on prenait vraiment soin de nos clients. Il n'y a pas de son. Bon, je vais remettre ça. C'est les aléas du direct. Vous avez mis le son ? On y va. Non, il n'y a toujours pas le son. Voilà. Hicham est conseiller de clientèle dans une agence bancaire. Il travaille avec son assistant numérique, un logiciel qui se loge dans sa tablette et le suit toute la journée. Ce matin, Hicham accueille les clients dans un nouvel espace digitalisé. Son rôle, les guider et les former à cet espace d'un nouveau genre. D'ailleurs, pour informer les clients et préparer leur venue, il a réalisé un tutoriel. Mes premiers pas présente les écrans et les automates et insiste sur l'assistance immédiate des conseillers si besoin.
Ce matin, M. Durand a besoin d'effectuer un virement international. En exécutant l'opération, Hicham lui montre comment utiliser l'application bancaire. À l'avenir, son client pourra se débrouiller tout seul s'il le souhaite. Hicham va à la rencontre de Hugo, heureux d'ouvrir son premier compte bancaire. Au calme dans l'espace duo, les documents sont rapidement signés sur l'écran tactile. Autant de temps gagné pour lui présenter les produits bancaires qui le concernent. À 18 ans, tout cela est très nouveau. Pour l'aider, Hicham l'inscrit sur le Serious Game de la banque. Hugo va s'initier à la gestion de son compte. Ils définissent ensemble son avatar et les compétences à acquérir. Si Hugo est à l'aise, Hicham pourra décider de corser l'aventure. Il est 15 heures. Hicham va chercher ses enfants. Il a choisi ses horaires sur un planning collaboratif. Il reprendra son travail plus tard de chez lui. 18 heures. Hicham est en charge de l'agence virtuelle de la banque. Il commence par un rendez-vous client en visio-chat au sujet d'une assurance vie. Pendant l'entretien, il est assisté de son logiciel partenaire qui écoute sa conversation, lui pousse des documents et lui suggère des arguments convaincants. Son partenaire numérique l'assiste en temps réel. 19 heures, c'est le bon moment pour prendre la parole sur les réseaux sociaux. Communiquer sur la marque, promouvoir les nouveaux produits, prendre contact avec des prospects. 20 heures, fermeture de l'agence virtuelle. Son logiciel complice fait un bilan de la journée. Il diagnostique un besoin en formation sur les nouveaux produits d'épargne. Une session avec son mentor est planifiée pour le lendemain. Voilà, donc ça vous donne un bon... Oh pardon, excusez-moi, je crois que c'est un fil qui est... ça vous donne une bonne idée de comment la complémentarité avec tous ces logiciels, ces machines pourrait aider une personne à s'organiser différemment, à travailler différemment et à même faire un bilan des compétences et donc des formations qui pourraient lui être offertes. En conclusion, pardon ? Excusez-moi, il n'y a plus de slide. Voilà. En conclusion, donc pour être rapide, l'attention portée au client est-elle plus pertinente avec le digital ? Pas forcément si nous pensons simplement techno. C'est-à-dire qu'une corrélation avec des données collectées chez nos clients, par exemple, est une vérité qui nous permet de construire une relation. Une corrélation, ce n'est pas une vérité. Et vous avez plein de gens de big data qui sont persuadés que oui, mais c'est faux. Et surtout, ça crée un prisme très difficile, dont un éminent professeur à Harvard qui s'appelle Lawrence Lessig, qui a écrit Code is Law, dit « Le risque majeur dans la collecte des données personnelles réside dans le fait que l'individu ne soit plus appréhendé en fonction de ses actions, mais selon les probabilités de ses actions futures. » Vachement important. Hein. Ça veut dire qu'on est capable de dire « Vous avez fait ça, vous allez faire ça. » Non, pas forcément. Et tout le sujet, c'est qu'aujourd'hui, tous les modèles digitaux reposent sur cette logique des data. Et c'est pour ça qu'on pense que, oui, le digital peut apporter vraiment quelque chose si la symétrie des attentions client-collaborateur est une réalité dans l'entreprise. Et là, vous comprenez que la redéfinition des métiers, des rôles, avec la puissance du digital, les entreprises qui sauront traiter ça dans la notion du care, de l'attention portée, du soin, de la capacité que leurs collaborateurs soient porteurs de ce message et en soient les ambassadeurs, ça aura une puissance énorme dans un monde très digitalisé. C'est pour ça que pour conclure, et c'est ma dernière slide, je dirais que la puissance du care sera la réalité lorsque nous saurons jouer de la complémentarité des intelligences numériques et bien sûr humaines. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'on se prête au jeu des questions-réponses, hein, c'est ça ? D'accord. Alors, il y a un micro pour ceux qui veulent poser des questions dans la salle, mais j'ai déjà reçu des questions. Alors, bon, j'ai pas besoin de micro en général. Hein. Donc Thierry, vous parlez de machines qui remplacent l'humain, mais qu'en est-il de l'humain qui accompagne la machine ? Alors je crois que tu as dû... Je pense qu'on a répondu à l'issue, c'était une question qui devait être posée avant, mais voilà. Effectivement c'est une bonne question, parce que c'est la complémentarité, comme on l'a vu, qui est absolument essentielle. Même si cette complémentarité n'est pas facile du tout à organiser aujourd'hui, ouais. Puisqu'on voit bien que les frontières du digital ne cessent d'avancer, et que la nature humaine, ça demande un accompagnement, une formation vers d'autres métiers qui ne sont pas toujours très faciles. Il y a eu beaucoup de formations, par exemple, à la Poste, pour que Factéo soit utilisé par les 90 000 facteurs. Vous savez quelle a été la négociation la plus importante avec les syndicats sur l'utilisation de Factéo, ce téléphone que chaque
facteur a dans sa poche aujourd'hui? Vous savez quel était le point vraiment négocié? Oui? Le poids? Non? Oui. La géolocalisation, exactement. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez où est un facteur en permanence, vous n'avez plus du tout d'intimité. Et donc, ce qui a été négocié entre, et de façon très intelligente par la Poste, avec les partenaires sociaux, c'est qu'un facteur a le droit d'activer, désactiver sa géolocalisation. C'est un très bon exemple d'ailleurs de cette complémentarité. Merci Thierry, parce que je reviendrai à chaque convention pour votre intervention. Ah bah juste une fois par an. Un vrai bonheur. Non, j'avais une question à vous poser. Elle n'est pas provocante, justement au contraire. J'aimerais que vous m'aidiez à réfléchir. J'entends de plus en plus que les commerces vont avoir plus de caissières. Vous nous avez présenté des hôpitaux avec moins de personnel. La question que je me pose, c'est quoi l'étape suivante pour que les gens aient quand même du travail pour se nourrir? Parce qu'à force de voir tous nos métiers disparaître, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une bascule à un moment donné? Vous nous démontrez que la dimension humaine est importante et qu'il en faudra toujours, mais là, c'est des dizaines de millions d'emplois qu'on va perdre dans tous les métiers. Donc, qu'est-ce qui pourrait, si vous êtes dans une autre projection, quelle est l'étape d'après? Alors c'est la question essentielle que se posent tous les chercheurs, mais aussi le gouvernement. Nous, on est auditionnés en permanence, vous savez, par le Sénat, le ministère de l'économie, le ministère du Travail, sur ces sujets-là, et depuis plusieurs gouvernements. On n'a pas vraiment la réponse. Je dois être sincère avec vous. On a des hypothèses. Ce qui est clair, c'est que toute la population qui va développer les briques logicielles, digitales, les algorithmes, ne peut pas être un transfert de personnes qui ne sont pas diplômées par des écoles d'informatique ou d'ingénieurs, et que même si vous formez au code des jeunes, ça ne règle pas le problème. Donc déjà, cette balance ne peut pas exister, bien évidemment. Le deuxième point, c'est qu'on parle beaucoup du revenu universel, en disant les gens vont avoir un revenu universel, mais ils vont pouvoir vivre. Mais on voit bien, il va falloir que l'économie génère suffisamment de ressources et de richesses, et en admettant qu'elles soient bien partagées, le problème se posera toujours de l'utilité du travail. Avoir un travail, ce n'est pas simplement apporter, sa force de travail pour une rémunération. C'est une sociabilisation, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'apprendre, c'est une façon de s'ouvrir au monde, et surtout de donner un sens aussi à sa vie. Donc, c'est des questions fondamentales, et moi je pense que la piste qu'on dessine aujourd'hui est absolument essentielle. Je pense que jamais on a autant digitalisé, mais jamais on a eu autant besoin de l'humain. Et le paradoxe, c'est que plus on va être dans de l'automatisation, plus la relation humaine va prendre de la valeur, parce qu'on va parler peut-être d'autres choses. Il y a plein de choses qui seront séquencées, réalisées, automatisées par les algorithmes, l'intelligence artificielle, l'informatique. Et c'est vrai que c'est une tendance qui va s'amorcer, vous avez raison. Mais je pense que l'accompagnement va être absolument essentiel. Et le fait d'avoir cet accompagnement réel est un élément de garantie de stabilité sociale, mais aussi de reconnaissance, aussi de chaleur humaine, mais de capacité aussi à progresser dans l'interaction. On progresse sur des programmes d'e-learning, mais regardez bien, l'e-learning aujourd'hui, on nous a fait la grande vente des MOOC, des Massive Online Open Courses. Quand vous regardez, les gens ont de plus en plus de mal à terminer. Parce que être seul face à un écran en travaillant pendant 10 mois tout seul, c'est dur. Alors, probablement que l'évolution, c'est comme la complémentarité du travail qu'on voit. C'est que ce sera probablement des cours en ligne, mais ce sera aussi des cours en direct. Sauf que les cours en direct sont en train de changer. Vous n'avez plus une formule comme là aujourd'hui où moi je partage avec vous. On va prendre un exemple, vous allez être les acteurs de cet exemple, et puis à un moment donné, le prof va vous aider à réaliser ça. Donc on est ce qu'on appelle le learning by doing. Et on voit comment les métiers sont en train de changer, mais on est en train de voir comment l'éducation et l'enseignement sont en train de changer. On est en train de voir qu'on est en train de changer globalement la perception qu'on a. Donc c'est très difficile pour moi de vous dire, voilà l'évolution qui est tracée. Elle va probablement se tracer dans les années à venir. Il y aura des tests, il y aura des changements, il y aura des aléas, des vicissitudes, probablement des choses qui vont marcher, des choses où on va se dire, c'est complètement stupide. Non. Mais fondamentalement, on est dans un processus itératif qui va s'affirmer. Et je pense que c'est une chance si on sait travailler avec ces technologies, mais en apportant finalement une intimité relationnelle qui souvent disparaît aujourd'hui. Et cette intimité relationnelle,
Ça veut dire que quand vous êtes infirmière ou aide-soignante et que vous pouvez parler plus de temps avec la personne parce que des tas de choses sont automatisées, est-ce que ça a une valeur? Oui, c'est une valeur énorme. Donc c'est ça qu'il faut revaloriser, alors qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas vraiment. Regardez dans les entreprises, souvent les échanges se passent autour de la machine à café. Ben, la machine à café, c'est du boulot, hein, je peux vous dire. Parce que les synergies, elles naissent là. Le paradoxe, c'est qu'on ne l'a pas institué comme un point important. On va peut-être s'apercevoir demain que c'est un point important. Et beaucoup de tâches qu'on fait, les comptes rendus, les rapports, etc. Aujourd'hui, vous avez des logiciels qui vous permettent de faire des comptes rendus vachement bien. Et demain, ce sera parfait. Pourquoi s'amuser à faire un compte rendu? On aura le compte rendu qui sera écrit, on corrigera des choses, parce que ce sera important hein, par rapport à des enjeux relationnels, économiques, politiques même peut-être, hein, diplomatiques dans l'entreprise, parce que la machine ne verra pas forcément certaines choses, mais globalement, ça nous fera gagner un temps fou. Et ce temps, on va le consacrer à l'autre. Et là, la relation avec l'autre, ça a de la valeur. La question, c'est comment on crée des KPI là-dessus. Parce que bien évidemment, la question de quelles mesures on fait de l'efficacité, aujourd'hui, elle est purement matérielle, elle est purement physique. La question du bien-être des collaborateurs, elle a un impact dans les organisations, mais elle n'est pas totalement mesurée aujourd'hui. On l'estime en termes d'arrêt de temps de travail, enfin d'arrêt de travail ou ce genre de choses. Mais est-ce qu'un collaborateur qui est en bonne forme, qui est heureux de son travail, n'est pas en mesure de faire un meilleur boulot, de contribuer à une meilleure performance de l'entreprise, de contribuer à développer la notoriété et l'attractivité de l'entreprise? C'est des facteurs qu'on ne mesure pas réellement aujourd'hui. Je pense que demain, ça va devenir absolument essentiel et que ce sera digitalisé. On aura des dashboards en sachant tous les matins vraiment ce que pensent les gens. Parce que sur les caméras de reconnaissance faciale, en voyant en vidéo la séquence sur un certain temps, vous pourrez dire, lui, il ne va pas du tout ce matin. Peut-être que ce ne seront pas des raisons professionnelles d'ailleurs, hein, qui font que vous aurez peut-être mal dormi parce que votre enfant n'a pas dormi ou parce que vous aurez fait la fiesta la veille, mais fondamentalement, ça donne des informations qui seront de plus en plus intrusives. Et toute la question, c'est comment tous les métiers vont changer. Regardez, le métier des RH, pour terminer, c'est extraordinairement important. Vous ne serez plus dans les logiques administratives. Tout sera déjà fait. Par contre, vous aurez probablement à designer l'expérience collaborateur en déterminant qu'est-ce que je garde comme données. Parce qu'on aura tellement de données que vous pouvez faire une intrusion dans la vie personnelle des gens qui va être catastrophique. Et donc, ce seront des garde-fous, les ressources humaines, pour dire jusqu'où on va dans l'utilisation des données, qu'est-ce qu'on capte, qu'est-ce qu'on n'utilise pas. Je pense que ce sera des problèmes éthiques. Et derrière, ce sera maintenant que tout est designé et que les gens ont ces services-là numériques avec leur mobile, leur tablette ou les objets connectés un peu partout, comment je fais pour être un coach pour les gens? Donc leur métier va changer aussi. J'essaie de vous répondre même si je n'ai pas la réponse. Hein. On construit de plus en plus d'avions, on voyage de plus en plus. Aujourd'hui, on fait ses courses, peut-être demain, avec un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Est-ce qu'on voyagera avec un casque de réalité virtuelle sur les yeux? Alors, c'est pas la même sensation, hein. Vous en faites d'abord... Non, mais on y arrive tout droit. On pourra avoir des paysages sous les yeux qu'on ne pourrait pas se payer avec un billet d'avion. Moi, j'ai pas la même perception. Enfin, encore une fois, hein, moi, je pense que ça va être un travail préparatoire. Il y a une entreprise qui s'appelle Total, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Total dans la salle, mais ils ont fait un boulot fantastique sur l'anticipation des gens qui vont sur les plateformes pétrolifères. Parce qu'il faut savoir que sur les plateformes pétrolières, vous êtes totalement isolé, vous êtes dans des milieux très particuliers, il y a des gens qui sont claustrophobes, il y en a d'autres qui souffrent le rapport entre les personnes, parce que c'est quand même très limité, puis ils restent quand même pour plusieurs mois. Donc ils ont organisé des programmes, ils ont conçu des programmes de réalité virtuelle avec des casques qui permettent de se retrouver sur ces plateformes et de vivre des expériences comme ça. Par exemple, il y a un danger parce qu'il y a un feu. Quelles sont les portes de sortie? Comment opère-t-on dans ces situations difficiles? Vous le vivez. Donc l'avantage, c'est quand vous arrivez, vous êtes déjà préparé sur les mesures de sécurité, par exemple, pour savoir où ça se passe, comment ça s'organise. Et de cette manière, vous anticipez sur votre parcours professionnel et ce que vous allez vivre sur une plateforme. C'est la même chose pour les voyages. Je pense que si vous voulez voir un voyage, vous allez sur Internet, vous regardez les photos. Demain, vous aurez la réalité virtuelle qui vous permettra d'être sur la plage où vous êtes, etc. Est-ce que ça se substitue à l'expérience d'être sur une plage des Maldives, par exemple? Absolument pas. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on vivra ça? Je suis d'accord. J'ai fait les deux, je peux vous dire, ça n'a rien à voir. Voilà ce que je voulais savoir. Vraiment rien à voir. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il est probable que ces îles des Maldives disparaissent demain. Donc le fait de pouvoir vivre des expériences sur des lieux qui n'existent plus,
ce sera probablement au patrimoine de l'UNESCO. Mais fondamentalement, la question, c'est est-ce que ça substitue à la vraie réalité? Non, moi je pense pas. On en reparle dans un an. D'autres questions? Oui. Oui, mais tu poses une question, tu ne nous dis pas ce que tu... Mais non, mais je vais être à 16h, 16h30. Thierry, chaque fois que je t'entends, tu dis de plus en plus, et je suis très content parce que depuis qu'on travaille ensemble, on a pris la conscience de l'importance de l'humain, et plus on va vers le digital, plus tu dis l'humain est important. Mais il y a quand même un aspect que je n'entends jamais dans les présentations du lien entre digital et humain, c'est la question du pouvoir. Parce que cette question du pouvoir, elle a toujours été posée historiquement dans toutes les organisations depuis les travaux de Michel Crozier il y a plus de 50 ans. Et ce qui me frappe, c'est qu'avec ce monde digital, il y a de nouvelles formes d'influence et de pouvoir qui se créent, dont on ne parle jamais, c'est ce que je veux dire. Et donc la question, c'est quel va être le lien entre ces machines formidables, ces humains qui vont être un peu des humains augmentés, comme tu le dis, et puis les relations entre les humains. Peut-être que les humains vont prendre aussi le pouvoir sur les machines, mais les relations de pouvoir entre les individus, tu vois ce que je veux dire? Et les hiérarchies, on le sait, sont bouleversées. Donc. C'est une question très complexe parce qu'on en est au début de l'histoire et qu'on est loin de voir toutes les implications que ça peut avoir. Déjà, il y a des vraies questions de pouvoir qui se posent entre la machine et l'homme, ne serait-ce que parce que l'intelligence artificielle, avec des fois des interfaces zéro, c'est d'ailleurs notre dernière tendance, fait qu'on ne se rend même pas compte qu'on communique avec une machine, comme vous l'avez vu dans certains cas que j'ai présentés aujourd'hui. Et derrière, ce qui est assez frappant, c'est que des fois la machine prend la décision à votre place. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur vos utilisations précédentes et à un moment donné, elle va dire voilà, nous sommes capables de prendre vos décisions à vos places parce qu'on sait que ça va être des décisions que vous auriez prises normalement dans 99% des cas. Là déjà, on est dans un rapport de pouvoir, puisque c'est la machine qui l'emporte sur l'humain. Et on le voit, débrancher la machine est possible, mais les gens n'ont même pas conscience que l'action a été menée, puisque ça se passe de façon totalement fluide. Dans les organisations, là c'est une question auquel j'ai beaucoup de mal à répondre, ce que je pense c'est que la nature même du leadership est en train de changer. On va voir comment, mais il est probable qu'on ne pourra plus fonctionner comme on l'a été, puisque le débat ne sera plus de dire « je sais », puisque la machine apportera cette information a priori à tout le monde. On aura toutes les informations nécessaires. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, dans un pays scandinave, ils ont fait passer les épreuves de l'équivalent du bac avec accès à Internet. Donc ce qu'on attend, c'est quoi? C'est une analyse, une critique, une contextualisation et bien évidemment une mise en perspective intelligible et intelligente de faits dans une question donnée. Et ça montre déjà la répartition des rôles entre les connaissances que je dois acquérir, mais est-ce que je dois les acquérir de cette manière-là ou est-ce que je dois avoir accès aux connaissances pour en faire quelque chose? Là, vous êtes déjà dans le sujet de la répartition digitale. Dans le pouvoir, c'est la même chose. Est-ce que le pouvoir, c'est le sachant qui saura? Ou est-ce que ce sera la personne qui sera capable d'animer l'ensemble de l'équipe et leur permettre de grandir ensemble? Alors tout ça, c'est très boy scout, hein, sympa, cool, voilà. Mais la vérité, c'est que tout ça est en train de se dessiner et qu'on va voir apparaître des modes opérationnels très différents. Thierry, juste une petite question pour le plaisir subversif. Est-ce qu'on ne va pas vers un monde où trop de care peut tuer le care d'une certaine façon? C'est-à-dire qu'à force de faciliter les choses aux gens, et il y a des intérêts marketing très nets à faire à des intermédiaires et tout, et à faire que tout soit facile, n'y a-t-il pas le risque que finalement les gens, ils ont besoin de difficultés, la super facilité, il n'y a qu'à voir les réactions de certains jeunes face à ça, etc. Est-ce que tu as une opinion sur cette phrase subversive, trop de care peut tuer le care? La réponse est oui, il y a un vrai risque. Vous avez tout à fait raison. C'est qu'on a un vrai risque, c'est que les gens se reposent sur des machines et ne fassent plus forcément l'effort, le goût de l'effort, et c'est quelque chose qui n'est pas évident, hein, et on le voit sur toute une génération. Je pense qu'il y a d'autres qualités qui sont développées. Après, la qualité qui va être probablement la plus difficile à je dirais, prolonger, c'est celle de la constance. Parce qu'on est dans un monde de l'instantanéité qui va tellement vite, regardez les réseaux sociaux, etc., qu'aujourd'hui, lire Proust pour un jeune, ça devient totalement incongru. Alors peut-être qu'ils vont faire des podcasts en 5 minutes de l'œuvre de Proust, et
qu'on pourra avoir un raccourci synthétique des éléments avec des choses. Mais on n'est plus du tout dans le même univers. Et ça pose des questions de fond. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une réflexion sur qu'est-ce qu'on va développer demain comme étant des caractéristiques qui nous permettent d'être autonomes dans nos décisions et de se poser les questions qui sont les questions du sens de la vie. J'ose espérer qu'en se libérant d'un certain nombre de tâches, ça nous laisse le temps de pouvoir traiter ces questions avec peut-être plus d'emphase qu'on ne le fait aujourd'hui. Mais c'est pas gagné. Là où je vous rejoins, c'est que c'est pas gagné parce qu'on voit bien que toute une génération ne se pose plus certaines questions. Et pourtant, ces questions sont absolument essentielles. Mais je fais confiance quand même à cette nouvelle génération parce que je crois qu'elle est en train de créer un univers totalement différent et on va voir que des choses vont être très intéressantes à développer demain. Peut-être pas du tout comme nous l'aurions fait, mais au moins qui seront adaptés à cette complémentarité avec l'ensemble des outils digitaux. Donc c'est ça qu'il faut espérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Merci pour votre accueil en tout cas et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.